Aymeric Caron, est-ce que le Hamas est complice de tout cela? Le peuple palestinien le soutient. En affamant aussi le peuple palestinien. Ah bon? Ben oui. Comment? Oui, en le privant d'une partie de l'aide humanitaire. Ah bon, vous avez des informations fiables là-dessus? Eh ben, vous en avez... les ONG avec qui qui ne sont pas fiables là-dessus? Apparemment, vous reprenez la propagande de Netanyahou? En tirant, mais pas du tout. Il faut faire votre boulot. En tirant. Il faut faire votre boulot de journaliste et vérifier. Vous n'êtes pas là pour me donner des leçons de journalisme. Non, je vous demande juste de vérifier vos informations. D'où tirez-vous l'information selon laquelle c'est le Hamas qui affame aujourd'hui les populations palestiniennes? C'est le Hamas qui a privé la population palestinienne d'une partie de l'aide humanitaire. Vous le savez bien. Donc en ce moment, c'est le Hamas qui affame? Le sait, c'est renseigné. Tout le monde le sait. Bon, alors, je la connaissais pas cette source, tout le monde le sait. C'est que le Hamas a essayé, je ne défends pas le Hamas, vous allez voir dans un instant. Ça dépend. Le Hamas a essayé, ça dépend? Oui. Moi, j'ai défendu le Hamas quand l'aide humanitaire est volée notamment par des gangs locaux. Et vous savez par qui ils sont soutenus? Pas par le Hamas, par l'armée israélienne. Aymeric Caron pulvérise Bourdin, Israël, Retailleau et CNews. Le député LFI a remis en place Bourdin concernant les positions de Retailleau sur sa prise de position contre les musulmans en France. Il dénonce la propagande israélienne et le silence des médias. Il dénonce également les prises de position de Pascal Praud et CNews à l'encontre des musulmans. Aymeric Caron se fait rare dans les médias, mais vous allez voir que lorsqu'il est présent, ça devient mémorable. Oui. Là, on parle de la reconnaissance. L'initiative dont vous parlez, c'est la reconnaissance de l'État palestinien par la France, que nous réclamons depuis extrêmement longtemps. Elle aurait dû intervenir par la France depuis bien longtemps, comme dans près de 150 pays dans le monde. Donc, évidemment, il faut que ce processus aboutisse. Bien. Israël conduit une guerre inhumaine à Gaza. Je lis ça, j'entends ça, je vois ça. Aussi, vous allez me dire oui, évidemment. Vous aussi, puisque sans que je vous pose la question, comme vous êtes journaliste et que vous êtes intéressé par les faits, évidemment, c'est la seule conclusion à laquelle vous pouvez arriver. Alors, est-ce que vous comparez Gaza à Auschwitz? Alors, ça a été dit. Ouais, ça a été dit par Thierry Ardisson, et ça lui a été énormément reproché ensuite. Oui. Je regrette la campagne qui s'est abattue contre Ardisson, parce que il est probable que la comparaison soit historiquement pas tout à fait exacte. Parce que Auschwitz, c'est un camp d'extermination. Gaza est aujourd'hui un camp de concentration. Donc c'est une différence historique à noter. Je regrette que... Il n'y a pas d'extermination des Palestiniens à Gaza. Ah si. Merci Jean-Jacques Bourdin de le reconnaître. C'est important. Je ne reconnais rien, je vous pose la question. Est-ce qu'il y a extermination? On sait très bien, vous et moi, que lorsqu'on pose une question comme journaliste, même si vous ne voulez pas qu'on vous en pose à vous, eh bien, il y a déjà une idée qui est dedans. Il y a déjà un propos, il y a déjà un point de vue. J'y arrive. Vous savez qu'en ce moment, il y a beaucoup de mots qui nous sont refusés, à nous, les défenseurs du droit international, par le lobby, précisément, des pro-Netanyahou, le lobby pro-guerre, le lobby pro-destruction des Palestiniens. Par exemple, le mot de génocide nous a été interdit pendant longtemps. Le mot de ghetto nous a été interdit pendant longtemps. Le mot de camp de concentration fait encore bondir. Alors effectivement, Ardisson, lui, a utilisé le Auschwitz, qui est un camp d'extermination, ce qui, sur un plan historique, est sans doute une erreur. Mais ce sont aux historiens de le dire, d'ailleurs. C'est pas à vous, ni à moi. Ce qui est scandaleux, c'est que tout le monde lui soit tombé dessus, qu'il ait dû faire des excuses publiques, que Léa Salamé ait dû en faire. Elle est où la liberté d'expression dans ce pays encore ? Si son émotion a tiré Ardisson devant les images, devant le témoignage de cet humanitaire Raphaël Pitti qui fait un travail extraordinaire, l'amène à penser que ce qu'il entend lui fait penser à Auschwitz. Il a le droit de le dire. Même si peut-être que historiquement ce n'est pas tout à fait exact. En revanche, ce qu'on peut dire, à mon avis, sans trop se tromper, comme l'historien Joseph Sternel l'avait suggéré dès 2018, lorsqu'il disait que la politique menée par Israël ressemblait de plus en plus à une politique nazie. On peut dire qu'il y a peu de différence aujourd'hui entre les méthodes de l'armée israélienne et les méthodes de l'armée nazie. Netanyahou est un nazi ? Alors, il n'est pas un nazi en tant que tel. C'est un fasciste, bien évidemment. Il se conduit comme un nazi ? Son armée se conduit d'une manière qui, effectivement, rappelle les manières de l'armée nazie. Oradour-sur-Glane. Oradour-sur-Glane, c'est quoi ? Ce sont des femmes, des enfants qu'on enferme dans une église. On met le feu. Et qu'on brûle, vif. Est-ce que vous voyez les images qui nous arrivent de Gaza tous les jours, encore cette nuit ? Moi, des images me parviennent tous les jours.
notamment par Rami Abou-Jamous, qui est ce journaliste qui a reçu plusieurs prix Bayeux pour son travail exceptionnel réalisé sur le terrain à Gaza. Et les images qu'il envoie cette nuit montrent encore des femmes et des enfants brûlés vifs dans leur logement. Ce sont des images qui nous parviennent tous les jours. Lorsque une armée tue délibérément des femmes et des enfants en les brûlant, en leur tirant des balles dans la tête, dans la poitrine, en les affamant, lorsque les soldats, cette armée s'en réjouissent, font des vidéos où ils s'en amusent. Comment vous qualifiez l'état d'esprit de cette armée lorsqu'on tue délibérément des civils? Vous savez quand même combien de civils ont été tués? Alors, le nombre de morts à Gaza, je tiens quand même à le rappeler, parce que tellement les chiffres sont dingues. Pardon, je termine juste, si vous me permettez, Jean-Jacques Bourdin. Oui. Alors, l'UNICEF nous parle aujourd'hui de 65 000 morts, parmi lesquels près de 20 000 enfants. Vous savez que les spécialistes disent qu'en réalité, le chiffre est sans doute bien supérieur. On est sans doute proche des 100 000 morts. Mais les attaques immondes, atroces du 7 octobre, les attaques terroristes du Hamas, qui nous ont tous dégoûtés, elles ont fait 1200 morts, dont 800 civils, 37 enfants. Moi, je trouve que les 37 enfants qui ont été tués ce jour-là, eh bien, c'est un drame absolu. Je trouve qu'il n'y a aucune excuse, que ça nous révulse tous. Attendez, 37 enfants. Aujourd'hui, à Gaza, c'est 20 000. Ça veut dire quoi, 20 000? Ça veut dire, Jean-Jacques Bourdin, 500 fois plus. 500 fois plus. Alors, c'est bien, il y a des journalistes, notamment sur votre antenne, mais je ne vais pas blâmer spécialement votre antenne par rapport à d'autres, puisque ça a été assez unanime, des journalistes, des politiques, qui ont fait l'autruche pendant plus d'1 an et demi. Qui ont dit que soit que ça n'existait pas, soit que les chiffres étaient gonflés, soit qu'il fallait le comprendre, que c'était des victimes collatérales. Aujourd'hui, on sait que tout ça est faux. Donc la réaction qui commence à germer aujourd'hui dans les rédactions ou dans la classe politique, elle fait du bien, heureusement qu'elle arrive, mais qu'elle est tardive et quelle honte pour l'Occident. Quelle honte. Aymeric Caron, est-ce que le Hamas est complice de tout cela? C'est intéressant. En affirmant, pardon, mais je complète ma question. En affirmant que le peuple palestinien le soutient, ce qui est pas toujours vrai. En affamant aussi le peuple palestinien. Ah bon? Ben oui. Comment? Oui, en le privant d'une partie de l'aide humanitaire. Ah bon, vous avez des informations fiables là-dessus? Eh ben, vous en avez. Les ONG avec qui ils ne sont pas fiables là-dessus? Apparemment, vous reprenez la propagande de Netanyahou. En tirant, mais pas du tout. Il faut faire votre boulot. Il faut faire votre boulot de journaliste et vérifier. Vous n'êtes pas là pour me donner des leçons de journalisme. Non, je vous demande juste de vérifier vos informations. Votre prétention est grande, mais mais limitons la. C'est pas la peine de faire des attaques ad personam. Lorsque je vous fais remarquer que votre information n'est pas fiable, Jean-Jacques Bourdin. Je vous pose la question. Quelle est la source? Est-ce qu'il y a des manifestations? Non, vous me demandiez, vous disiez à l'instant, le Hamas vole. Je suis en train de vous poser la question. D'où tirez-vous l'information selon laquelle c'est le Hamas qui affame aujourd'hui les populations palestiniennes? C'est le Hamas qui a privé la population palestinienne d'une partie de l'aide humanitaire. Vous le savez bien. Donc en ce moment, c'est le Hamas qui affame. Tout le monde le sait, c'est renseigné. Tout le monde le sait. Bon, alors je la connaissais pas cette source, tout le monde le sait. Alors je discutais avec. Je réponds à votre question, Jean-Jacques Bourdin. C'est ça qui m'intéresse. Je réponds à votre question, Jean-Jacques Bourdin. C'est complice. En ce qui concerne, est-ce qu'ils sont complices? Alors, si vous posez des questions, vous aimez qu'on vous y réponde ou pas? Eh ben, je vous pose la question. Alors, je réponds dans l'ordre. Allez-y. Sur l'aide humanitaire. Oui. J'en discutais vendredi encore avec des représentants de l'UNICEF. J'en discutais il y a une semaine avec un représentant, un responsable de l'UNRWA sur place. Ce qui se passe sur l'aide humanitaire, elle est bloquée par les autorités israéliennes. Aujourd'hui, et ce qui se passe, c'est qu'il y a effectivement une partie de cette aide humanitaire qui est volée par des gangs, des voyous. Mais ce qui est intéressant, c'est que le Hamas a essayé, je ne défends pas le Hamas, vous allez voir dans un instant, le Hamas a essayé, ça dépend? Oui. Moi, j'ai défendu le Hamas quand? Là. Vous défendez le Hamas. Quoi? Vous défendez le Hamas. Est-ce que non, laissez-moi terminer. Et d'abord, vous allez me répondre quand ai-je défendu le Hamas? Est-ce que j'ai défendu le quand ai-je défendu le Hamas, Jean-Jacques Bourdin? Quand ai-je défendu le Hamas, Jean-Jacques Bourdin? Aymeric Caron. Quand ai-je défendu le Hamas? Aymeric Caron. Jamais. Maintenant, je vais terminer pour essayer de vous expliquer ce qui se passe. Donc, l'aide humanitaire est volée notamment par des gangs locaux. Et vous savez par qui ils sont soutenus? Pas par le Hamas, par l'armée israélienne.
Et le Hamas a essayé de s'interposer dans cette situation précise, et le Hamas se fait tirer dessus par l'armée israélienne. Est-ce que le Hamas voilà a la réalité. Le Hamas, sur maintenant, des manifestants anti-Hamas, des Palestiniens qui ont protesté contre le Hamas, est-ce que le Hamas a tiré sur ces manifestants? Oui ou non? Le C'est Hamas, vrai ou c'est faux? je vous réponds sur le Hamas. Le Hamas n'est pas une solution pour les Palestiniens. Le Hamas est une partie du problème, une partie énorme du problème. Dommage que Netanyahou... complice quelque part. Bien sûr, ce sont les deux faces d'une même pièce. Et c'est dommage que Netanyahou... Vous répondez à ma question, merci. C'est dommage que Netanyahou ait voulu privilégier pendant des années le Hamas en favorisant notamment son financement. C'est bizarre que ça on oublie toujours de le rappeler, que vous oubliez toujours de le rappeler. C'est vous qui le rappelez. Vous avez raison de le rappeler. Aymeric Caron, vous le rappelez. Bien, Aymeric Caron, je voudrais... on va passer à vos combats qui sont des combats pour défendre la cause animale, mais j'aimerais vous parler... On peut continuer à parler de Gaza, ça ne me dérange pas, hein, parce qu'il y en a des choses à dire sur Gaza. Il y a plein de sujets, Oui, sauf que je pense, pardonnez-moi, je termine encore 20 secondes là-dessus, je pense que Gaza est le sujet central aujourd'hui de toute l'actualité, tant ce qui s'y joue est essentiel en termes de valeurs morales, en termes de droit international. Ce sont les valeurs occidentales qu'on est en train d'enterrer à Gaza. Quand je dis occidentales, je veux dire par là les valeurs qui ont... vous importent peu. Ah, pas du tout. C'est pas du tout que ça m'importe peu. Ce sont les valeurs occidentales aussi qui sont en jeu. Quand je dis les valeurs occidentales, c'est les valeurs occidentales prétendues, à savoir la défense des droits de l'homme, le souci du prochain, et ainsi de suite. On a vu en fait à Gaza que tout ça était l'Ukraine, c'est défendre les droits de l'homme. Bien sûr. Aymeric Caron, l'entrisme des frères musulmans, vous avez vu ce rapport, vous l'avez lu, le rapport qui documente, qui alerte, qui fait des propositions aussi. Alors certains demandent l'interdiction des frères musulmans. Vous en pensez quoi de ces interdictions? Interdire ce rapport, il dit pas grand-chose en fait. Ce rapport qui fait un peu plus de 70 pages, dont la moitié est simplement... Il documente. Ouais. Il alerte aussi. Ouais, alors il alerte pas vraiment en fait. C'est ça qui est intéressant, c'est la manière dont il a été restitué dans l'opinion par la classe politique et notamment par Retailleau, qui nous explique en gros que toute la société française est en train de basculer dans la charia. Si l'on en croit ce rapport, le rapport dit pas du tout ça, il dit même l'inverse. Il dit que, puisque vous l'avez lu aussi, Jean-Jacques Bourdin, donc vous avez lu comme moi, qu'en réalité, le rapport explique que l'influence des frères musulmans est en baisse, notamment parce que son financement a largement baissé, et que donc il n'y a pas de risque particulier lié aux frères musulmans en France. Donc c'est extraordinaire de lire une conclusion qui est exactement inverse dans les médias. Si on prend par exemple les lieux de culte proches des frères musulmans en France, le rapport dit qu'il y a 7% des lieux de culte en France seulement qui sont proches des frères musulmans. C'est pas un danger énorme, mais là où ça devient presque humoristique, c'est sur les amicales sportives, les clubs de sport. Le rapport nous dit qu'il y a 29 structures qui sont noyautées ou qui ont été fondées par les tenants de l'islam radical, et que parmi ces 29 structures, il y en a 5 qui sont des structures fréristes. Donc 5 clubs de sport, 5 associations sportives qui sont fréristes en France. Sur combien, Jean-Jacques Bourdin? Sur 156 000. 5 sur 156 000. Je dois avouer, c'est pas ça qui m'empêche de dormir. Bien. Alors, interdiction des frères musulmans, vous dites non, même si dans de nombreux pays musulmans, on a interdit les frères musulmans. J'ai pas répondu à votre question. J'ai simplement dit que je vois pas l'intérêt aujourd'hui d'interdire. Bon, la Jordanie, l'Égypte, l'Arabie Saoudite, Bahreïn, les Émirats Arabes Unis ont interdit les frères musulmans. C'est peut-être de l'islamophobie, comme le dit Jean-Luc Mélenchon. Ah bon, il a pas dit ça. Si, il a dit ça. Il a dit ça. Il a dit que ces pays avaient fait preuve d'islamophobie en interdisant les frères musulmans. Non, il n'a pas parlé de ces pays. Il a parlé de ce rapport. Il a parlé du rapport. Ce rapport est islamophobe. Bien sûr, puisqu'il part de rien. Les seuls éléments chiffrés nous disent précisément qu'il n'y a pas de danger. Et puis voilà qu'on en a toute une exploitation islamophobe dans la société française. Parce que attendez, c'est intéressant, Jean-Jacques Bourdin. Après ce rapport, après la publication, j'ai parlé à un certain nombre de personnes qui étaient précisément musulmanes. Et qui sont atterrées. Je les comprends. Atterrées. Je comprends qu'on... Mais quand est-ce... Pourquoi vous nous en voulez? Je comprends qu'on assimile les frères musulmans aux musulmans qui pratiquent leur religion tranquillement chez eux. Pourquoi vous nous en voulez autant? Pourquoi la France nous en veut autant?
Enfin, je crois que est-ce que vous vous rendez compte, Jean-Jacques Bourdin, quand même, de la manière dont on parle des musulmans en France. Il y a même une chaîne qui est entièrement consacrée au racisme islamophobe dans ce pays. Bah, CNews. Consacré au racisme islamophobe. Bah, vous regardez CNews? Rarement. Tous les jours, un sujet pour fustiger les musulmans, pour dire qu'ils sont dangereux, qu'ils sont séparatistes. Alors, on ne sait plus d'ailleurs si ils font du séparatisme ou de l'entrisme. On ne sait plus parce que un jour il faut s'inquiéter de l'un, le lendemain de l'autre. Mais pourquoi laisser penser que tous les musulmans sont des islamistes? Pourquoi? Mais c'est vous qui allez me répondre. C'est certainement pas moi, c'est certainement pas ma formation politique. Quand vous accusez d'islamophobie, tout ce qui a trait aux musulmans, vous assimilez malheureusement les extrémistes aux musulmans qui pratiquent calmement et tranquillement leur religion et qui respectent les lois de la République. C'est un formidable retournement sémantique, ça. C'était osé. Pas du tout, Émeric Caron, réfléchissez. Est-ce que la loi religieuse prime sur la loi de la République? Oui ou non? C'est clair. C'est ça le fond du problème. Mais elle est sérieuse, votre question? Vous me demandez à moi, député de la nation, si la loi religieuse... Évidemment, je vous pose la question. Quelle est ma réponse selon vous? Avec grand plaisir, je vous la pose. Non, d'accord, mais vous pensez que je vais vous répondre quoi? Quand vous me demandez un truc pareil, ce que vous pensez surtout. Ce que vous pensez. Est-ce que vous pensez vraiment que répondez-moi. Est-ce que vous pensez vraiment que l'énorme majorité des musulmans de notre pays place la loi religieuse avant les lois de la République? Vous le pensez vraiment? Vous pensez vraiment que je le pense. Des musulmans vous pensez vraiment que des musulmans ne placent pas la loi religieuse devant la loi de la République? Franchement, il doit en exister comme il existe des catholiques qui le font et des juifs qui le font. Bon, l'interdiction du voile aux mineurs de moins de 15 ans dans l'espace public, cette proposition de Gabriel Attal... C'est une hérésie. Une hérésie? C'est une hérésie d'ailleurs qui effraie même dans son propre camp. Précisément, alors là vous parliez d'islamophobie il y a un instant, on est tout à fait dans une expression islamophobe. On ne peut pas comme ça s'en prendre aux enfants en prétendant vouloir les protéger. Et vous acceptez qu'une petite fille de 6 ans soit voilée? Ou vous pensez que finalement on n'a rien à dire? Vous et moi on n'a rien à dire, ça je vous le confirme. Comme moi je ne dis rien dans l'éducation que vous pratiquez sur vos enfants. Oui. Et je vous permettrai pas non plus de juger la manière dont j'élève mes enfants. Il y a tout un domaine. Il y a des éducations chez un certain nombre de personnes qui ne me plaisent pas à titre personnel. Ça ne vous plaît pas, mais comme nous sommes en République, vous savez, la République et la démocratie, c'est précisément la cohabitation entre des personnes et des gens qui n'ont pas forcément les mêmes idées, les mêmes pratiques, mais qui les tolèrent chez les autres. Donc, la question de mon ressenti personnel, en l'occurrence, sur la question du voile, n'a pas beaucoup d'importance. Ce qui est sûr, mais vous êtes un homme politique. Précisément, je suis en train de vous expliquer qu'en tant qu'homme politique, je considère que nous devons travailler à la cohabitation entre toutes les citoyennes et tous les citoyens de ce pays, cohabitation pacifique, mais quelle que soit leur croyance ou leurs idées. Il y a des gens qui n'ont rien à voir avec l'islam, qui élèvent leurs enfants aujourd'hui d'une manière qui me déplaît et malheureusement je n'ai rien à dire. Voilà. Mais vous savez très bien que comme parents, on influence toujours ces enfants. Si l'idée derrière cette proposition de Monsieur Attal, c'est de dire on va séparer les enfants des parents dès l'âge de 5 ans en termes d'idéologie, on n'a pas fini, il faut le faire partout. Parce qu'il y a aussi des enfants qui sont élevés aujourd'hui dans le catholicisme intégriste, par exemple. Dans ce cas-là, il va aussi falloir aller regarder ce qui se passe de ce côté-là. Émeric Caron, il y a des enfants qui sont élevés dans le racisme, dans la détestation de l'autre. Dans ce cas-là, il faut aussi aller voir ce qui s'y passe. Je suis obligé d'aller loin, d'aller plus vite, si on veut aller loin. Émeric Caron, vous voteriez Dominique de Villepin en 2027? C'est un candidat. Non, mais je vous dis ça parce que il est en train de se préparer. Vous le savez très bien. Vous savez, je suis député Rêve, apparenté France Insoumise, et je soutiens depuis de nombreuses années maintenant la candidature de Jean-Luc Mélenchon. Donc pour vous, il n'y a pas d'alternative. Si vous me demandez... pas d'alternative. Jean-Luc Mélenchon. Au moment où nous nous parlons, il n'y en a pas. Nous verrons ce qui se présentera, si Jean-Luc Mélenchon est candidat ou pas, et ainsi de suite. Nous le verrons bien. Maintenant, pas de candidature commune à gauche. Maintenant, Jean-Luc Mélenchon
Dominique de Villepin, pardon, est un homme qui est très important dans le débat aujourd'hui et dont je salue les prises de position extrêmement utiles sur la politique internationale. Dernière chose, Aymeric Caron, vous avez déposé 4 propositions de loi, interdiction des euthanasies de convenance, les chiens, les chats notamment. Quoi qu'il en soit, donnez-moi vos avis en commentaire et n'oubliez pas, ne laissez personne penser à votre place. Que la paix soit sur vous et vos familles. À bientôt pour une prochaine vidéo.